au Cameroun qui structure les distances entre les bars. On ne doit pas avoir des bars à côté des écoles. On ne doit pas avoir des bars à côté des maisons d'habitation. On ne doit pas avoir des bars à côté. Mais oui, pour avoir une licence normalement, parce que moi au Cameroun, j'avais ces choses-là et tout ça. Pour avoir normalement une licence, on vient, on voit là où tu vas installer le bar. On regarde la distance avec l'école. On regarde la distance avec les maisons d'habitation. On regarde la distance. Il y a tout. Mais si vous regardez au pays, ils ne respectent pas ça. Même l'histoire de la musique là, c'est calibré. Vous voyez mettre de la musique partout, il y a des bruits partout. Donc c'est pour dire que si c'est positionné que sur les bruits, ils sont en contradiction parce qu'il y a beaucoup de structures au Cameroun dont on doit se fermer par rapport au bruit. Donc si c'était véritablement par rapport à ce qui s'est passé, il ne devait même pas trop parler de bruit, il devait parler de la doctrine qui est contraire. Et là, il devait parler des sectes. Il y a un qu'on a pris avant que Syria coule ou en Afrique en intervienne. Il y a un qu'on a eu à prendre devant son portail où justement on a contrôlé ses documents en lui faisant comprendre que le problème ce n'est pas la nuisance sonore. Le problème c'est les papiers qu'il possède qui ne sont pas légitimes. Oui, c'est qu'il y a les papiers. C'est qu'il y a les papiers, mais eux-mêmes, ils disent qu'ils sont en train de faire la tolérance administrative. Donc, normalement, ils ne doivent même pas trop dire qu'il n'y a pas les papiers, parce qu'eux-mêmes, ils reconnaissent que la plupart des églises là... Qu'est-ce qui fait très mal un peu dans cette décision, dans cette sortie un peu? Parce que quand on vous entend un peu parler, c'est comme s'il y a un truc, comme si ça faisait mal la sortie gouvernementale, et pourtant c'est pour sauver aussi une partie de la... Non, moi ça fait, bon, pas même mal en tant que tel, parce que moi, la seule chose que moi je dénonce, c'est qu'ils font du populisme, ils ne sont pas dans le vrai combat. Parce qu'ils mélangent tout, ils parlent des bruits. S'il faut parler des bruits, il y a les bars, il y a ceci, il y a ceci, il y a ceci. Donc il faut mélanger tout ça pour parler des bruits. Maintenant, s'il faut parler que des églises de réveil, maintenant il faut orienter sur l'enseignement qu'ils sont en train de donner à leurs fidèles. Cet enseignement-là, c'est ça qu'ils doivent critiquer. C'est ça qu'ils doivent présenter aux Camerounais, que ces églises de réveil-là, la plupart ne sont pas, la plupart n'enseignent pas la parole de Dieu. La plupart sont des sectes. C'est ça qu'ils doivent montrer. Mais ils ne parlent pas de ça, que ces églises de rebelles-là, il y en a certains qui sont des sectes, il y en a ceci, il y en a certains qui sont des sectes, il y en a certains qui sont ceci, ils ne parlent pas de ça, ils viennent parler des bruits. Maintenant, s'il faut parler des bruits, il faut aussi citer les bars. Il faut citer les bars qui pullulent la plupart des villes camerounaises. Il faut citer les bars, il faut citer beaucoup de choses. Et ça, vous comprenez qu'ils font tout juste ça pour calmer un peu les Camerounais, pour faire passer ce qui s'est passé, le fait divers qui s'est passé là, pour faire passer ces trucs et tout. Parce que normalement, s'ils voulaient vraiment un changement, ils devaient mettre en avant le fait que certaines de ces églises-là font passer la mauvaise parole. Le fait que ces églises... Oui, le fait que ces églises-là se sont devenues des sectes. Et de plus, ils devaient aussi montrer certaines églises qui sont dans les normes. Vous voyez là, ils font tout un amalgame, ils font comprendre que tout ce qui est église de réveil au Cameroun, ce sont des églises qui sont dans les sous-quartiers, ce sont des églises qui font du bruit, ce sont des églises qui sont... Ils font tout un mélange, tout juste pour embrouiller les gens, parce qu'ils savent que d'ici 2 mois, 3 mois, ils vont laisser tout ça fonctionner, parce qu'ils ont besoin de ces églises-là. D'accord. Je pense que Syriac a quelque chose à ajouter puisqu'il a préparé son micro, il est ouvert. Et ensuite, ça va être en Afrique aussi. Donc, je pense que Syriac a son micro ouvert là depuis, il attendait juste pour répondre. Oui, Syriac, est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter un peu par rapport à ce que le frère dit? Oui, c'est là où je me pose la question. Le fait d'observer... Essayez un peu de régler un peu le mic, hein. Mon mic est mauvais. Ça crache. Non, oui, ça, c'est très mauvais. C'est très bas un peu la tonalité. Oui, peut-être que ça doit être sur Bluetooth. Ça doit être cela. Sur Bluetooth. Ouais, si tu peux enlever le Bluetooth, peut-être, les gars, ils vont mieux. On va le laisser Wanatuka parler. Tu dois être occupé.
Si tu es occupé, on va faire avec. Hein. Il peut parler comme ça, là, on entend. Parce que s'il enlève le Bluetooth, il va se déconnecter. S'il enlève le Bluetooth, il va se déconnecter. Oui, vas-y avec ton affaire comme ça, bro. Vas-y. Ok. On va faire avec. Daniel, c'est quelque chose qui m'a un peu... Le fait que tu aies regardé la vidéo sans comprendre le communiqué du ministre sur les reproches, ça m'a un peu dérangé parce que je me dis que tu devais regarder l'ensemble de tout avant de dire que peut-être que tu te fies aux paroles des sous-préfets sur le terrain. Les sous-préfets, ils sont arrivés sur le terrain et ont constaté quelque chose pour leur dire que bon, un pan de ce qui enfreint la loi, par exemple, vous êtes en train de commettre. Mais en réalité, le principe, c'est on est venu regarder votre légalité d'exercer votre culte sur le territoire camerounais. Ce qui veut dire quoi? Le sous-préfet n'est pas là pour juger de ce que vous faites dans vos religions, ce que vous pratiquez à l'intérieur. Il est juste venu regarder est-ce que c'est en conformité avec la loi en vigueur au Cameroun sur l'association religieuse, la loi portant sur les associations, qui est celle qui normalement régule toutes les associations qui touchent sur le territoire national, et en plus particulier les associations religieuses, qui est même une loi spéciale qui émane du décret présidentiel. Donc quand tu observes ça, ils sont juste arrivés sur le terrain pour regarder est-ce que vous êtes en application avec cette loi-là. Le discours de vous êtes en train de créer le désordre, c'est encore une autre forme d'enfant de la loi, non plus seulement celle que vous ajoutez encore sur le fait que vous n'exercez pas de manière légale, mais vous vous permettez encore même de faire des nuisances sonores. Toi, tu es en train de parler des bars, que toi et moi, nous savons que même si ils sont en train de faire des nuisances sonores, mais au moins eux, ils sont dans la légalité. Ça veut dire qu'ils ont le droit d'exercer, le droit de faire ce qu'ils font dans le bar. Nous, ils n'ont pas le droit de faire la nuisance sonore. Or, ceux-là, non seulement ils font la nuisance sonore, et en plus, ils ne sont pas légaux. C'est ça que je peux venir mettre un peu en avant. Non seulement vous n'êtes pas légal, mais vous vous permettez encore le prudence de venir faire du bruit. Donc, regarde la vidéo et comprends bien la leçon qu'il était en train de leur enseigner. Ne comprends pas que c'est sur ça qu'il veut faire le type de fait qu'il y a assez. Vous n'êtes pas en règle. Si vous étiez en règle, moi je serais jamais venu. Ce qu'il leur dit, je ne serais même pas devant vous. Et ceux qui n'ont pas les documents, on vous fait un autre ami. Si vous en avez ou les, venez avec nous le pouvoir à la sous-préfecture et on va en débattre. C'est comme ça. Il n'a que parler de la loi jusqu'à ce qu'il arrive à sceller ces établissements qui enfreignent les lois de la République. Il n'a pas parlé de juste le fait qu'il y a des nuisances. Non. Il y a une tolérance administrative à ce niveau-là. Et nous le savons. Quand nous organisons par exemple les fêtes ou même les funérailles en pleine ville, il y a parfois certaines tolérances que l'État nous permet de faire. Ça, c'est ce qui arrive dans le cadre de cette tolérance administrative-là. Mais ici, non seulement ils enfreignent cette loi-là, non seulement ça, ils ont encore imagine que tu es d'abord illégalement établi et tu te permets non seulement dans ton illégalité de nuire encore les gens. Ça, c'est une double charge. C'est un peu ça que je voulais dire à Daniel, que faisons attention de dire que non, pourquoi ils ne prennent pas les bars et tout ça. Ils n'ont jamais attaqué le fait qu'il y en a plein d'autres églises élevées que nous en connaissons qui sont légales et ils continuent à fonctionner. Ce n'est pas les églises élevées qu'ils attaquent, mais sur ces associations religieuses qui ne sont pas légales, qui sont en train d'attaquer. Et ceux qui sont même le pouvoir de prendre l'attestation des autres. Ça veut dire que les autres, on est dans le décret de fonctionner, qui font des attestations aux autres de pouvoir fonctionner à travers ce décret. C'est donc ça que le ministre est en train de réguler et de savoir qui est donc responsable au cas où un événement pareil comme celle qui est arrivée à notre petite fille tout récemment, qui s'est fait poignarder par une adepte d'une quelconque religion, et ça nous a tous touchés. Donc maintenant, on aimerait savoir qui est donc responsable. Si c'est la religion, si c'est l'association qui est responsable, elle mérite donc sanction ou fermeture ou interdiction sur le territoire. C'est ça que l'administration doit faire maintenant, légaliser et voir à quel moment on va donner la responsabilité de chacun. Merci. Quand il n'est pas là, mais Syria, faut être sérieux. On est en train de te dire, on te dit que
moins de 5% des églises sont légalisées. Passez à parole à quelqu'un d'autre. Moi, si je vais m'endormir là, je crois que... Ah, d'accord. Je travaille demain matin, donc je donne... Ok. Ok, cool, pas de problème. Bonne soirée, merci beaucoup. Ok. On dit qu'il y a moins de 5% des églises légalisées. Tu sais combien? On estime à plus de 3000 églises au Cameroun. Et il n'y a que 5. Donc au total, il y a 55 églises seulement qui sont légalisées au Cameroun. Quand on dit ça, on compte l'église catholique, on compte toutes les églises protestantes là qui sont là depuis et tout. Il y a certaines églises des Nigérians là et tout. Donc, en général, le sous-préfet qui est en train de descendre là, il sait très bien que toutes ces églises-là ne sont pas légalisées. On dit moins de 5%. 1 à 3% même sont légalisées. Et c'est tout ça, vous voyez ce que ça veut dire. C'est-à-dire que sur 100 églises, 3 seulement sont légalisées. Dans toutes les églises qui sont à Douala, ça veut dire qu'en gros, ils doivent payer les taxes et les taxes. Au fond, mais ils payent. Qu'est-ce qu'ils font? Ils déposent leurs dossiers. Hein. Ils déposent quand même leurs dossiers au ministère et tout. Et en attendant, ils commencent à fonctionner. Et ils peuvent faire 10 ans, 15 ans sans avoir le décret. Parce qu'il faut le décret. C'est la nuisance sonore. Le problème, c'est la nuisance sonore. Oui, mais Daniel a dit, la nuisance sonore, si on attaque la nuisance sonore seulement avec les églises, il faut attaquer partout. Les bars, on va attaquer la nuisance sonore avec les églises, laisser les bars. Vous voyez, ça n'a pas de sens. Si on dit que le problème c'est la nuisance sonore, il faut attaquer partout. Non, vraiment, il faut, ce n'est que ça. Même l'État ne peut même pas contrôler. C'est juste, les sous-préfets font quelques petites descentes et puis on montre ça à la télé. Il y a des endroits où certaines églises, là d'ailleurs, à l'époque même de Aïdjo, on interdisait par exemple les témoins de Jéhovah. Mais ils exerçaient clandestinement. Ça veut dire que quand on parle de la nuisance sonore, les mosquées vont être aussi impactées. Voilà, exactement, les mosquées. Vous voyez la mosquée, quand tu veux dormir le matin, tu entends la kuba ou des tas de trucs. Ils sont aussi inclus. Voilà. Donc. Mais eux, ils ne sont pas répandus un peu dans tous les sous-quartiers populaires un peu. Oui, ils ne sont pas répandus, mais leur nuisance sonore est encore plus élevée. Parce que quand ils résonnent, c'est toute la ville. Quand le matin, là, c'est toute la ville qui résonne. Okay. C'est ça le problème. Donc ça veut dire que on a appris déjà au Camerounais à comprendre un peu ce qu'en est un peu les prochaines lois de demain. Ça veut dire que la nuisance sonore, les divertissements vont être réglementés à des certaines heures. 23 heures, si on dit 23 heures, ne doit pas te trouver dehors, en pleine boîte de nuit, snack, tu ne dois pas prendre la chose mal. Oui, je crois que, je sais pas si, je crois qu'au Cameroun, c'est même toujours comme ça, mais est-ce qu'on respecte? Je crois qu'on doit fermer à 4 heures, ou c'est quelle heure-là? Mais les gens, ils vont jusqu'à 5 heures. Mais tu pars dans un quartier, tu vois quelqu'un il a son bar, il met son baffle dehors, même jusqu'à 5 heures la nuit, dans les grands quartiers, à Bepanda, machin là. Mais le gars, lui, il met sa musique jusqu'au matin. Il s'en fout. D'accord. Donc, on va faire un dernier tour de parole et voir si les autres ont encore des choses. Oui. Bon. Donc, Cyriac, Daniel, s'il y avait un mot à dire, quel est le mot clé à dire? Ils ont compris, quoi. Peut-être ils sont un peu, ils sont loin du... Il faut seulement fermer. Disons que Yann Africa vient de soulever un truc qui est assez intéressant à regarder sur un point de vue un peu intéressant. Quand on observe l'administration que je dis avant Africa, je suis un peu répétant comme on a abordé tout à l'heure que ce n'est pas le fait qu'il y ait en forme de la loi uniquement qui est le respect de, comme on dit souvent, la liberté de fuir, la liberté s'arrête où celle de fuir commence. Donc, ce n'est pas juste cette liberté-là qui est mise en cause ici actuellement. Ici, ce que l'État veut nous faire comprendre à tous, c'est de savoir les responsabilités.
c'est qu'on veut savoir, on veut qu'ils se réglementent, qu'ils en a la réglementation, qu'ils se régularisent, qu'on sache à quel moment le nombre de personnes qui possèdent une église. C'est ça que l'État veut faire. L'État veut les pousser à se réglementer, à se légaliser, donc à faire tout de manière qu'on sache, qu'on ait une traçabilité, qu'on ait une sorte de contrôle sur comment est-ce qu'il fonctionne à l'intérieur. Parce qu'un enfant a commis un crime odieux sur un de nos enfants, aussi à nous, en citant le nom d'une église. Tu vois, et ça fait un choc terrible. Est-ce que c'est donc la responsabilité de cette église? Qu'est-ce qu'ils enseignent là-bas dedans? Tout ça là, ce n'est pas de notre ressort. Mais qui est donc responsable? C'est cette église-là ou est-ce que c'est l'enfant qui est à l'intérieur qui est responsable? Ou dans un prochain cas, comment doit-on juger ce type de crime si ça arrive encore sur notre territoire? Donc, la première étape, l'État dit que essayons maintenant de connaître qui est qui et qui exerce sur quoi et comment se font ces associations. Disons que quand le sous-préfet arrive sur le terrain et observe que les gens sont en train d'utiliser ce qu'on appelle leur droit légitime de faire ce qu'ils veulent, dans le droit de la liberté bon, parce que ça fait partie du préambule de notre constitution, hein, la liberté d'association, la liberté d'expression, la liberté de culte, la liberté toutes ces libertés-là qu'on garantit à tout humain camerounais ou autre personne vivant sur le territoire camerounais, et donc doit se devoir régulariser et maîtriser ce secteur parce que il y a parfois on laisse ce qu'on appelle souvent la tolérance administrative pour permettre qu'il y ait au moins une certaine petite vie en société. Parfois quand il y a trop de rigueur, la société parfois devient aussi bloquée. C'est pour ça que même dans les plus grands pays, même jusqu'en Chine, même jusqu'à n'importe quel pays, même en Russie, c'est tellement dur, on en trouve cette forme d'administration, de faire parfois comme si on ne voit pas, mais on sait que ça se fait. Bon, pour l'instant, on est sorti parce que le cas de la jeune petite fille est arrivé et ce n'est pas comme je disais Daniel, un fait divers, ce n'est pas un fait divers, c'est un truc c'est un crime odieux. Et on ne peut pas mettre ça dans la catégorie des faits divers, qui nous a coûté la vie d'un enfant et elle était en train de crier à haute et intelligible voix. C'est quelle église en nommant excessivement cette église et ses dirigeants. Donc, c'est bien venu dans la tête du souple de l'État avec toutes les plaintes qu'on a reçues. Déjà, il dit que bon, il est temps qu'on assainisse un peu ce secteur, qu'on essaie de le mettre en règle. On ne vous interdit pas de pratiquer votre culte. On ne vous interdit pas de vous associer à qui que ce soit. Mais ce qu'on vous interdit actuellement, c'est de faire des choses de manière illégale, de faire des choses comme on dit souvent dans le noir. On ne veut plus que vous fassiez dans le noir. Venez en ciel ouvert, déclarez-vous, montrez que vous êtes en train d'exercer telle chose, qu'on sache. Là, si prochainement il y a quelque chose à incriminer, on dit que bon, ça vient de telle église. Et on voit à l'intérieur qu'est-ce que vous avez pratiqué pour que ça arrive qu'un Camerounais perde complètement la conscience et commet des choses illégales sur le territoire. C'est pour ça que l'État est là. L'État n'est pas là pour dire qu'on va interdire les églises de rebelles. Non. Ça, c'est pas notre. On a donné cette forme de liberté aux gens. On ne les interdit pas de pratiquer leur liberté. Mais on les interdit de pratiquer l'illégalité. C'est ce qu'on doit en conclure. Je dis que interdisons l'illégalité incontrôlée qui permet d'arriver à des dérives comme celle de notre petite fille qu'on a perdue. Et s'il arrive que chacun soit responsable de ce qu'il enseigne, là on pourra cibler la responsabilité. Si on arrive dans un cadre, on trouve que peut-être à l'église catholique, il y a trop de vieux de petits garçons. L'État peut se prendre en charge en disant que bon, à partir d'aujourd'hui, ça ne serait plus pratiqué dans cette église, soit vous quittez mon territoire. C'est un peu dans ce sens-là qu'on doit travailler dessus et accompagner l'État dans ce sens-là. Il ne faut pas pour dire que les gens ne doivent plus pratiquer le type légal ou même faire les trucs. Non, il y a des types que moi je suis content qu'il y ait de la tolérance administrative. Parce que dans les propos du sous-préfet, il disait pourquoi ne pas se regrouper tous dans une chapelle. Les rassemblements ne doivent pas apparemment se faire dans les domiciles un peu personnels. Parce que là, c'est un peu bizarre.
Oui, c'est justement là où tu as dit, c'est tu as parlé d'un pan qui veut dire créer une association. Quand tu crées l'association qui porte à but de, comment dire, une association à but religieuse, quand tu crées cette association-là, tu dois avoir un lieu. Ça, c'est là où on doit te localiser et tu dois avoir des responsables. C'est les qui doivent être responsables de ce machin-là. Donc tout ça là entre dans le décret de création qu'on t'autorise à exercer sur le territoire camerounais. C'est pour ça que dit et demande aux gens, régularisez-vous, ayez un lieu, légalisez-vous et faites votre culte normalement. Personne ne viendra plus vous embêter. Mais si vous faites votre truc en un culte, d'abord, vous faites une association illégale. Vous êtes d'abord illégalement établi sur le territoire camerounais, on ne vous connaît pas. Et on ne sait pas ce que vous foutez dans votre association, vous ne dites même pas ce que vous pratiquez, parce que toute religion, toute association qu'on autorise sur le territoire camerounais, ils disent dans leur décret ce qu'ils vont faire et comment ils pratiquent leur culte. Je ne crois pas que c'est au hasard. Quand tu donnes un décret, ce qu'on a observé, est-ce que votre culte et votre manière de pratiquer votre culte là est en accord avec les lois de la République? Si c'est là, on se rend compte que ce n'est pas en accord avec les lois de la République, on va vous interdire tous ces voies et pour le moment, ça n'ira nulle part. Mais quand on vous autorise à pratiquer votre culte, on regarde est-ce qu'elle est en accord avec les lois de la République. C'est pour ça qu'on leur demande que, franchement, ne pratiquez plus dans le noir. Venez vous légaliser et pratiquer votre truc avec les normes qui sont en vigueur et votre salle de culte et pratiquer votre culte normalement. Si c'est le domicile que vous avez choisi, transformez donc le domicile en maison de culte et officiellement vous créez un décret, c'est tout. D'accord. Rowan Afrique avec son mic ouvert. Je pense qu'il avait quelque chose aussi à dire. Non, on risque seulement de me répéter. Syria est juste en train de réciter la loi. Sur le plan strictement de la loi, c'est vrai. Mais il y a aussi, il ne faut pas juste interpréter la loi littéralement. Il y a aussi l'aspect politique parce que moi je te dis qu'il y a 3000, on parle de 2000 à 3000 églises au Cameroun qui sont tolérées depuis longtemps. Voilà. Bon, maintenant, tu vas me dire que oui, on voit à un moment que on respectait la loi et tout. C'est qu'à un moment, tu laisses aussi les désordres prospérer. À un moment, toi-même, tu perds le contrôle. Quand tu laisses il y a ce qu'on appelle un peu la pratique. Quand tu laisses le désordre prospérer, le désordre devient l'ordre. Mais maintenant, One Africa, vous êtes pour ou contre les fermetures là, en question? Moi? Oui. Non, en temps normal, moi, je ne devrais même pas accepter qu'on autorise les églises de prospérer comme ça. Parce que les églises, c'est un frein. Hein? Tu as vu ce que moi je disais par rapport à c'était qui, bon, moi j'oublie son nom, Bobson, ouais. Voilà, lui, il s'appuie seulement lui sur il dit qu'il croit. C'est comme ça que les gens font dans les églises. On ne réfléchit plus, on croit. Et puis, à partir de ce moment-là, et il y a encore même plus grave, parce que parfois, il y a dans d'autres églises, ils disent qu'ils ne vont pas à l'hôpital, quelqu'un est malade, on prie jusqu'à ce qu'il guérisse et tout. Il y avait certains, puisque je me demande pourquoi ils commencent même aujourd'hui. Je crois qu'il y avait un moment là, moi j'étais encore même là-bas au Cameroun, il y a un monsieur, l'enfant était malade, ils ont refusé d'aller à l'hôpital. Ils ont dit qu'ils vont partir à l'église prier. C'était vers 14 là-bas, kilomètre 14 à Douala, ceux qui connaissent Douala. On est parti à l'église, on dit qu'on priait pendant combien, une semaine là, ils sont morts. Ce moment-là, on devait fermer cette église-là et poursuivre ce pasteur-là pour crime. Vous voyez? Donc, il y a tous ces aspects-là. Pourquoi on a toléré depuis? C'est ça le problème. Puisque, ce que je dis à partir du moment où il y a 3000, tu vas mettre l'ordre comment? Il faut déployer toute l'armée pour sortir, faire la surveillance, et tu vas t'en sortir comment? Non, 3000 églises, peut-être même si c'est 100 croyances, je vais dire adeptes seulement, ça fait combien de personnes? Mais après, il faut aussi noter qu'il y a dans cette sensibilisation qu'ils font,
Il y a d'autres qui n'ont pas des bons papiers, des bonnes licences, des statuts qui les permettent. Moi, j'ai dit qu'il y a moins de 5% de papiers, c'est-à-dire le décret là, dont on parle. La majorité ont juste déposé des dossiers de légalisation, d'autres n'en ont même pas déposé. Ils n'ont même rien déposé. C'est ça, il n'y a que 5%. On parle sur 2 à 3 000, qu'il n'y a que 55 qui sont légalisés au Cameroun. D'accord. Daniel? Oui, par rapport à certaines recherches, je les données de 2008. En 2008, l'État camerounais reconnaissait 81 associations, églises chrétiennes et institutions religieuses, dont 46 églises protestantes et pentecôtistes, tout opérant dans le cadre de la loi, donc en 2008. Donc c'était dans les 81. Donc, et de plus, vous voyez, Atandandi, il a reçu les membres de cette église, la vie et paix. Et jusqu'à présent, on n'a pas les informations. Est-ce qu'ils ont retrouvé le pasteur en question, le religieux en question, qui aurait demandé à la jeune dame de 22 ans que si elle veut avoir de l'argent, parce qu'il faut aussi prendre les choses dans son contexte. Ici, ça montre que, parce que dans l'être humain, dans la philosophie, l'être humain a toujours besoin de croire à quelque chose. De croire à quelque chose. Mais vous allez voir que les pays où il n'y a pas trop de pauvreté, on met un peu Dieu de côté. C'est-à-dire que tu te dis que j'ai de l'argent, pour que j'ai de l'argent, il faut que je travaille, il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse ceci, et tu as la possibilité de trouver un travail, tu as la possibilité d'avoir une certaine vie qui peut te rendre un peu heureux. Si vous regardez ici en Europe, en Occident, vous allez voir les gens, ils ne mettent plus trop Dieu en avant. Parce qu'ils ont un certain pouvoir économique, une certaine possibilité d'acquérir de l'argent. Bon, après, il y en a aussi d'autres, philosophiquement, ils ont besoin de croire à quelque chose. Mais maintenant, en Afrique comme au Cameroun, on a la pauvreté. On a une pauvreté extrême. Il n'y a pas de travail, il n'y a pas ceci. Donc, le Camerounais, il va se remettre à quelque chose. Il va se remettre donc quoi? À Dieu. Et derrière ce Dieu-là, il peut tomber dans ce qu'on appelle la secte. De ce qu'on appelle la secte, qui va donner des vies. Ce que vous êtes en train de nous faire comprendre, c'est que ceux et celles qui adhèrent à ces églises sont des personnes qui sont issues d'une certaine classe sociale vulnérable. Or, et pourtant, on voit dans ces églises, ce sont parfois des personnes fortunées qui sont dans ces églises-là, qui se donnent à fond. Non! Si vous regardez, si vous faites les statistiques, vous regardez un peu l'ampleur, vous allez voir que c'est beaucoup plus de personnes pauvres qui sont dans ces églises. C'est-à-dire que la plupart des églises que tu vas un peu trouver dans les quartiers, maintenant les églises de réveil, où il y a vraiment des hommes qui ont de l'argent, vous allez voir que ces églises de réveil là sont structurées. Un peu comme l'église de Baboké, des églises comme ça là, vous allez les voir qu'elles sont un peu structurées. Il y a un peu un standing. Mais la plupart des églises de réveil, vous allez voir, elles ne sont pas structurées. Il y a peut-être 2 personnes, 3 personnes, ils ont créé leur truc et tout. Et la majorité des croyants, vous allez voir, ils viennent là par rapport à un besoin. Soit de l'argent, il faut qu'il ait un travail, il faut qu'il ait de l'argent. Ou alors, on lui a dit qu'il y a son oncle du quartier, il y a son oncle du village, sa grand-mère du village, qui a possédé son corps, qui a fait ceci, qui a fait ceci. Et tous ces phénomènes-là, ce sont des phénomènes qui viennent par rapport à la pauvreté. Parce qu'il y a même une étude que j'ai lue là, qui avait été faite. Et dans cette étude-là, on constate que, à partir de la période où il y a eu la dévaluation en Afrique francophone, que le pouvoir d'achat a baissé tout et tout, on constate qu'à partir de cette période-là, il y a eu la prolifération des églises de réveil. Parce qu'à ce moment-là, les gens sont dans la pauvreté, ils sont dans le besoin, ils doivent se remettre à quelqu'un. La plupart de ces églises de réveil, là, les gars, ils vont là-bas, parce qu'ils veulent le travail, ils veulent ceci, ils veulent ceci. Et cela permet aussi que le régime n'ait pas trop la pression.
Au lieu que ces croyants-là vont aller vers le régime pour dire que moi je n'ai pas le travail, moi je n'ai pas ceci, moi je n'ai pas ceci, ils vont aller se réfugier, auprès de ces églises-là, en attendant que Dieu va donner. Et pendant ce temps-là, le régime, il est calme. C'est pour ça que je veux dire que tout ce qu'ils font là, tout ce qu'ils sont en train de faire là, c'est tout juste pour faire calmer. Ils savent qu'ils ont besoin de ces églises-là. Parce que s'il n'y a pas ces églises-là qui entretiennent un peu l'illusion en Camerounais que je vais trouver le travail grâce à Dieu, grâce à l'église. S'il n'y a pas ça, qu'est-ce que le Camerounais va faire? Il va se pointer vers la vraie personne responsable du fait qu'il n'a pas le travail. Parce que la jeune fille, moi j'ai vu la vidéo dans une fille là. On est quand même conscient qu'il y a des Camerounais ordinaires qui gagnent leur pain quotidien. Il y a des mamans qui sont des bayam salam, mais qui se préfèrent aller donner leur dîme du lundi à vendredi dans ces églises. C'est pas le gouvernement qui les force. Oui, mais les bayam salam là sont pauvres. Est-ce qu'ils sont riches? Mais oui, pourquoi ne pas donc faire des économies pour avoir plus d'argent que d'aller donner à quelqu'un qui te vend l'édition? C'est ça le paradoxe. C'est ça malheureusement. Est-ce que c'est donc le gouvernement qui force ces gens-là à le faire? Je ne pense pas. Non, pas forcément, mais il y a le Qu'est-ce que le gouvernement peut tirer derrière? Parce qu'on a l'impression qu'on va toujours museler le gouvernement derrière, même si le gouvernement essaie de mettre une loi en vigueur. On a l'impression que le gouvernement essaie d'avoir... non, ce qu'on dit que l'Église fait, l'Église endort les gens. On est dans la croyance, tel qu'on dit là. Et tu ne peux pas trouver. Si le taux de chômage est élevé, même si tu pars à l'église, tu pries n'importe comment, tu vas même si, travail. Si déjà, c'est même une propagande que le gouvernement lance, mais pourquoi les citoyens ne peuvent pas suivre la chose à cœur? C'est-à-dire se dire, ok, le gouvernement a lancé déjà une première pierre édifice et que voilà, nous on va suivre. Je te lis un peu une étude. Parce que quand un problème arrive dans la société, il faut pas toujours analyser le problème rien que par ce que tu vois. Il faut analyser le problème dans son contexte de la société, dans son contexte philosophique. Et c'est comme ça qu'on analyse un problème. C'était la jeune fille de 22 ans. Elle a mis fin à la vie d'une petite fille de 11 ans. Si on se pose, si on reste que sur ça, on sera hors sujet. Je te donne un peu cette partie des études ici, des sectes qui grandissent sur le terreau de la pauvreté. Depuis 2006, le gouvernement camerounais lutte contre la prolifération des églises nouvelles dans le pays. En 2008, ils avaient reconnu 81 associations, églises chrétiennes et institutions religieuses, dont 46 églises protestantes et pentecôtistes, toutes opérant dans le cadre de la loi. Comme dans d'autres pays d'Afrique, le phénomène des sectes chrétiennes a pris une ampleur grandissante au Cameroun. À partir de 1994, grâce à la loi sur la liberté d'association et à cause de la dévaluation du franc CFA, en parenthèse communauté financière africaine, cette dévaluation avait provoqué beaucoup de difficultés économiques pour les pays africains, poussant les populations vulnérables dans les bras des prêcheurs de tout poil. Bon, voilà un peu avec la dévaluation et tout le truc un peu. Mais la dévaluation, à partir qu'il y a eu la dévaluation dans les pays du franc CFA, les salaires ont été divisés par 2, par 3. Donc, quelqu'un qui gagne 150 000, il se retrouve 50 000. Les entreprises ont fermé. La plupart des entreprises d'État ont fermé. Au Cameroun, on avait dévalué et baissé les salaires. Donc, il y avait... C'est ça aussi. Quand on dévalue, même si tu maintiens ton niveau de salaire, ça veut dire qu'en réalité, tu ne touches plus que la moitié de ton salaire. Si tu touches 100 000 et quand on dévalue, ça veut dire qu'en réalité, si on n'augmente pas ton salaire, en réalité, tu es en train de toucher 50 000. Ton pouvoir d'achat. Dans la dévaluation, il y a eu des conséquences un peu sur les choix personnels. Oui, bien sûr, ça a eu des conséquences. Donc, Daniel, ça a accéléré la pauvreté. Donc, ça veut dire qu'en fait,
les gens ont préféré aller faire recours à ces gens-là pour avoir des bons boulots, je ne sais pas trop Pour quoi. avoir de bons boulots, c'est-à-dire que c'est un peu comme, je sais pas, un refuge. Et tu as l'impression que, même pendant l'esclavage, non, l'église a été comme un refuge pour les esclaves, par exemple. Il y a des Syriens qui Ça te voulaient calme lutter un contre peu, ne serait-ce que mentalement, je sais pas, ou émotionnellement, c'est tout. Il y avait quelque chose que Syriac voulait ajouter là, je ne sais pas. Non, je voulais aussi partager la causerie qu'on est en train de faire. Mais comme il y a un truc qu'on a qui a tendance, on avait associé le phénomène de la prolifération des églises et des sectes irréguliers au Cameroun par le fait qu'il y a eu une dévaluation des années 75. Mais moi, je dis plutôt que ça a été plutôt un processus à long terme parce qu'on sortait d'une période où, tu te rappelles, j'espère que je parlais de ça aujourd'hui, où on avait la répression jusqu'à ce que même les témoins de Jéhovah étaient dans la répression, on avait une répression sévère sur les associations et les cultes. C'était une liberté qui n'était pas acceptée au Cameroun. Or, ces églises-là et ces pratiques-là étaient déjà sur le territoire. On en était farouchement avec une telle violence qu'on détruisait pratiquement. Même on entrait chez toi, tu avais des insignes de quelque chose que tu ne peux pas expliquer. On est capable de t'envoyer devant la justice répondre de ces actes-là. Donc, quand c'est arrivé la loi sur les libertés et les associations, comme il a dit dans les années 94-95, ça a permis à ce que ces histoires qui étaient clandestines se sont ouvertement mises à pratiquer. Soit ils sont légalisés pour la plupart, soit ils ont commencé à pratiquer ouvertement de manière illégale, sans plus pratiquer dans la clandestinité comme ils le faisaient avant. Ce qui venait l'impression qui n'existait pas. Or, ils étaient déjà là. Parce qu'on ne peut pas me dire que c'est à cause de la dévaluation qui est arrivée en 1995 que subitement les églises ont cumulé. Non, je ne pense pas. Je pense que la conséquence ne peut pas être liée à ça. Cet effet de la dévaluation et le pouvoir d'achat qui diminue, mais il n'a pas créé ces églises. Ces pratiques étaient déjà sur le territoire et pratiquement, quand on peut observer un pays comme le Nigeria qui était voisin, où c'était déjà là, c'était énormément chez eux par rapport à un pays comme le Ghana, on va même citer, on ira même plus loin à citer même les autres pays qui sont un peu plus hauts, ils avaient déjà cette pratique-là. Et comme on était voisins avec le Nigeria, nous on se souvient avec les zones comme le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, il y avait tellement ce type d'église là-bas et ils s'étaient réprimandés avec une telle violence qu'on se... À la limite même, c'était... Bon, il ne veut pas parler avec eux, c'était réprimandé quand même. Donc, quand est arrivée cette liberté, ces églises qui exerçaient déjà de ce côté et un peu du côté du Mungo, ont commencé donc à s'expandre un peu partout sur le territoire. Ce qu'on ne voyait pas peut-être par exemple à Monumou, qui était éloigné par rapport à Douala, et arrivé à Monumou. C'est ce qui a permis cette liberté. L'un d'art qui se déplaçait avant et ne pouvait pas pratiquer son culte par exemple à Monumou ouvertement, il a permis, même si c'était illégal, de le faire ouvertement, sachant qu'il y a quelques libertés qui se permettaient déjà en ce moment, car la punition n'était plus pénale, elle était devenue peut-être civile, parce qu'on pouvait l'amender, on pouvait le fermer, on pouvait lui donner des avertissements. Or, ce qui a permis à ce que ces gars se permettent de faire ce qu'ils voulaient faire. Donc, c'est plus la loi sur la liberté qui en a fait cumuler ces religions que la dévaluation. Donc, on ne pourra pas dire du même temps que parce que la dévaluation n'est pas arrivée au Cameroun. Je pense qu'on peut parler des pays aussi qui sont en majorité musulmans. Pourquoi il n'en a pas plus là-bas chez eux? Puisqu'ils ont aussi connu la dévaluation. Sinon, si c'était ça, c'est qu'on devait aussi avoir plus des églises de leur côté. Donc, je pense que cette truc existait il y a sur notre territoire et que juste que la liberté sur les associations ont permis de révéler avec une telle froideur leur résistance. Car avant, on ne les voyait pas parce qu'ils étaient vraiment dans la clandestinité. Comme on peut dire, ils étaient dans le maquis.
ils étaient vraiment restreints à faire pratiquer leur culte dans le plus profond de leur inexistence sur le territoire. Car si tu étais signalé, c'était une affaire pénale que tu allais subir. C'est un peu ça que je voulais ajouter. Oui, s'il te plaît, Cyriac, je n'ai pas dit que c'est la pauvreté ou bien la crise économique, tout ça là, qui a fait en sorte qu'il y ait plus d'églises. Je parlais beaucoup plus des croyants, c'est-à-dire que le fait qu'il y ait beaucoup de fidèles, beaucoup de Camerounais ou bien d'Africains qui vont dans ces églises, c'est la crise économique, la pauvreté. Je vous donne un exemple, même l'église catholique ou bien l'église protestante, eux-mêmes, ils reconnaissent qu'ils ont déjà perdu beaucoup de fidèles. Beaucoup de fidèles. Il y a des statistiques qui montrent que depuis qu'il y a ces... Alors pourquoi quelqu'un qui va quitter l'église catholique pour aller dans l'église de réveil? Pourquoi quelqu'un va quitter l'église protestante pour aller dans l'église de réveil? C'est parce qu'il y a quelque chose. Et cette personne-là est en manque. Cette personne-là, il y a quelque chose qu'il trouve dans l'église de réveil. Par exemple, la jeune fille qui a ôté la vie à l'autre petite fille, elle dit que le pasteur lui a fait croire que le sacrifice d'un enfant pouvait l'aider à sortir de ses difficultés financières. Voilà ce qu'elle avait dit. Il y a la vidéo qui a circulé. Elle le dit. Que le pasteur lui a fait comprendre qu'en ôtant la vie d'un enfant, elle pourrait sortir de ses difficultés financières. Vous comprenez bien qu'il y a un lien. Il y a un lien avec la pauvreté, la crise économique et tout ça là. Et de plus, ce qu'elle raconte là, si c'est vraiment ça, nous n'avons même plus affaire à ce qu'on appelle une vraie église. Nous avons déjà affaire à une secte, c'est-à-dire à un gourou. Et c'est beaucoup plus là où le gouvernement doit travailler, doit investiguer pour voir, pour regarder beaucoup plus cet aspect-là. Est-ce que ce sont des sectes? Daniel, quand tu parles, je veux aussi te rappeler, tu te souviens du phénomène Mala? Mala? Oui. Ah, là où ils avaient volé, là où ils ont pris l'argent aux jeunes et tout ça là? Non, Mala, c'était une église à Douala, c'était une femme qui... Ah, non, je sais pas. Avec beaucoup de gens là au Cameroun, et c'était là à Douala, c'était un événement pratiquement incroyable. Donc, comme tu dis que moi je n'accuse pas le facteur, moi je te dis que tu as quand même dit qu'il quitte une église pour une autre. Comme c'était un changement dans une entreprise parce que tu ne te sentais pas bien et que l'autre offre des offres un peu plus alléchantes. Si c'était que l'objectif de la pauvreté était de dire qu'on va se réfugier tous dans l'église, toi-même tu le dis qu'il y a des églises qui perdent des fidèles au profit des autres. Donc, on estime donc que c'est n'a rien à voir officiellement avec le fait que les gens sont plus pauvres ou moins pauvres. Parce que j'ai vu dans un pays où ces églises ont pris naissance, je pense que les États-Unis est ce qu'on appelle l'élément fondateur de ces églises-là. Ils appellent ça la nouvelle naissance. C'est d'ici que par ces églises nouvellement réveillées qui apportent une autre vision de leur façon de voir la chose, vu que la situation qui se trouvait ne leur permettait pas d'aller dans les églises normales et ils ont donc pratiqué ils ont créé une sorte de pratique religieuse qui sied à leur situation à l'époque. Dans cette difficulté-là a permis d'émerger ce type d'église que quand ils arrivent en Afrique, les Africains, franchement, s'identifient à peut-être la façon de communiquer, à la façon d'exprimer ouvertement ou peut-être avec une démarche, une force, leurs problèmes à l'église qui ne se faisait pas peut-être d'ailleurs dans d'autres églises. Ça peut être ce cas-là. Moi, je n'accuse pas le fait du manque d'argent ou de la pauvreté, car ces églises-là ont toujours pris naissance dans les pays riches. Chez nous, il ne sont que les conséquences, comment on peut dire, les dégâts collatéraux de ces églises créées ailleurs. Bientôt, tu diras aussi chez nous, peut-être bientôt, les bouddhistes aussi vont commencer à arriver chez nous, et on dira la même chose. Donc, moi, je trouve que les libertés sur les croyances, c'est pour ça que je n'aime pas discuter sur ce côté culturel et culte qui fait partie des personnes. C'est pour ça que je parle plus de la fait que l'État essaie maintenant de vouloir mettre et réguler, les faire se régulariser ou à défaut disparaître. C'est ce que l'État a fait, vouloir les faire
Parce que si on ne leur fait pas comprendre ça, qui est donc responsable de ce qu'a commis cette jeune fille-là? C'est elle, c'est la folie, c'est quoi? On doit donc essayer de regarder ça dans un cadre pour essayer de comprendre. Donc l'État est en train de vouloir, comme on dit souvent, moi je dis en Afrique que parfois laisser aller et régulariser plus tard même la forme que tous les pays pratiquent. Tous les pays au monde pratiquent ça. Si tu veux voir la majeure partie des trucs qu'on a parlé de régularisation, elles viennent des pratiques quotidiennes et courantes des gens qu'on a pris et on a mis ça dans une loi et qu'on a commencé à exiger à tout le monde de suivre ce modèle. Donc, pratiquer parfois de manière laisser aller permet parfois de pouvoir mieux régulariser le secteur. Moi, je vais prendre un secteur où j'ai exercé dedans, par exemple, les IPES. J'ai travaillé pour les IPES. Dans les années 2000, quand la naissance de l'IPES arrivait, c'était, moi-même, il fallait voir à droit là, c'est du n'importe quoi. On avait le désordre des IPES, ça montait, ça descendait, c'était partout. Arrivé à un moment donné, dans les années, peut-être, je pense, là, les années 2015, comme ça, là, l'État a 2014-2015, l'État a passé à un sérieux à repenser au secteur des IPES au Cameroun et les a remis dans un cadre plus légal et mieux observer comment ça se passe. Parce qu'on avait suivi un cas où les étudiants ont payé leurs droits de pension et ils se sont retrouvés à ne pas composer parce que leur établissement leur avait trompé qu'ils étaient légaux. Or, ils n'avaient pas les dossiers pour pouvoir les faire inscrire, composer les BTS au niveau national. Donc, quand l'État a compris la douleur, là, arrivé sur ce cas-là, elle a donc assaini le secteur. Parfois, on observe, ça prend racine et on met au propre tout. Et c'est ce qui fait fonctionner pratiquement les sociétés qui n'ont pas assez d'argent pour pouvoir exercer sur tous les secteurs. Parfois, laisser les populations créer et organiser par la suite, c'est une des solutions. Bon, merci. Je ne suis pas d'accord, Cyriac. Ce n'est pas la meilleure méthode. Parce que quand tu reviens après, il devient très difficile de mettre l'ordre parce que même dans le secteur des espèces dont tu dis là, l'État n'a jamais pu mettre l'ordre. Et dans tous les pays du monde, ça ne se passe pas comme ça. La différence sur ce que tu dis, il peut avoir un secteur, par exemple, l'un des secteurs, par exemple, où on n'a pas encore beaucoup légiféré, c'est par exemple le secteur des réseaux sociaux. Voilà, il peut avoir le désordre là-bas et après l'État vient mettre l'ordre. C'est-à-dire, on légifère. Dans le secteur des églises, le problème c'est qu'il y a une législation. C'est différent de ce que tu dis. Il y a une législation, mais on ne suit pas cette législation-là. C'est ça le problème. Tu vois, je comprends ce que tu veux dire, mais le contexte est très différent de ce que tu dis. Non, c'est justement là où je suis en train de te dire, en Afrique, ce n'est pas que le contexte soit si différent que ça, c'est que, bon, c'est vrai que j'ai compris ce que tu dis, c'est-à-dire que tu dis qu'on laisse, non, le problème c'est que il y a la loi de 90, elle est là depuis, et entre 90 aujourd'hui, là, ces églises-là se créaient, on regardait. Or, si dès le départ, l'État était rigoureux, on mettait l'accent sur le fait qu'il faut appliquer la loi, on ne devait pas avoir ce désordre. Par exemple, le secteur des réseaux sociaux, par exemple, est différent. Il n'y a pas une législation là-dessus. L'État peut constater. Non, la législation n'est pas adaptée. Je sais, c'est pas assez adapté. Par exemple, maintenant, l'État peut venir après, et c'est dans tous les pays, hein, c'est pas seulement au Cameroun. C'est progressivement qu'on a commencé à adapter sur les réseaux sociaux, parce que moi, je suis ça. Par exemple, Amazon, ça fait pas très longtemps, par exemple, qu'au Canada, aux États-Unis, on a instauré les taxes sur les secteurs qui font dans le secteur électronique. Ça fait pas très longtemps. Non, c'est depuis là, quand tu as observé, ce que tu dis on appelle ça la tolérance pour permettre au secteur de grandir. Parfois, l'État. C'est différent de la tolérance. Oui, ce que tu dis au Cameroun, la tolérance est trop poussée. Dans le secteur des réseaux sociaux, ce n'est pas la tolérance, parce que c'était un secteur nouvel, en quelque sorte. C'est-à-dire un secteur qui vient d'arriver. Par exemple, dans le secteur de l'IA dont les gens parlent beaucoup, puisque c'est un secteur qui vient d'arriver, il n'y a pas beaucoup de législation là-dessus.
Mais plus ça va progresser, plus on va légiférer dessus. Et c'est différent. Et quand on légifère, il faut appliquer. Il ne faut pas attendre 50 ans pour appliquer et dire qu'on va venir mettre l'ordre. Or, je suis en train de te dire que dans le secteur des associations, qui inclut les églises, on a légiféré là-dessus depuis 90. Et on n'appliquait pas. C'est ça la différence. Non, tu ne peux pas dire qu'on a une tolérance administrative. Oui, voilà, disons qu'on avait une tolérance administrative sur le secteur et on a toujours, parce que jusqu'à preuve de contraire, ce que les sous-préfets ont fait sur le terrain, ce n'est pas une descente musclée. C'est ce que je suis en train de te dire, que même là, ils s'embrouillent même, parce qu'ils ne peuvent pas, ils vont s'en sortir très difficilement, et quand tu reviens après, ça coûte même 2 fois plus cher, même 10 fois même plus cher à l'État. Moi, comme je disais tantôt, parfois dans ce secteur-là, comme on a observé, c'est que actuellement là, moi je suis d'avis que l'État, il n'a pas de rétat pour un État de régulariser un secteur, même si c'est parfois, on croit que c'est souvent... Le secteur est régularisé. C'est ce qu'on doit comprendre. Non, je sais, le secteur est régularisé au niveau des lois et on n'applique pas la loi. Voilà, c'est au niveau de l'applicabilité qui est un peu différent. Parce que là, maintenant, l'applicabilité est un peu plus à la légère. Ça veut dire qu'on a une tolérance, on laisse faire, on voit, mais on ne dit rien. Ça, c'est un peu... Oui, ça, je suis en train de dire que, bon, quand ça arrive, comme le cas de la petite qui est arrivée là, on met dans les machines à marche et on va pas à pas. Moi, je te dis que ce n'est même pas le premier cas. Il y a eu un cas où on priait, on a dit que quelqu'un il était malade, au lieu de dire l'amener à l'hôpital, on dit qu'on va prier, il va guérir. Oui, je sais de cas, il y a eu le cas comme ça. Moi, je te dis, si tu es même malade tout à l'heure, si tu étais toi, voilà. Si tu es même malade, on peut encore en citer un autre. Tu te souviens même, il y avait un moment donné, le Dieu Nodor Kamdem qui était à Yaoundé, qui avait fait tu te souviens? Oui. Voilà, Dieu Nodor Kamdem qui avait fait un truc à Yaoundé là, et puis même l'État l'a poursuivi pour quelque chose et il passe. Bien sûr, même malade. Voilà, donc tu vois que malgré tout, malgré le fait qu'il y a la tolérance de pouvoir pratiquer, de laisser les gens faire, il y a de temps en temps, il y a un pic de ce qu'on dit, un rappel à l'ordre. Bon, oui, mais on attend d'abord, on anticipe, c'est ce qu'on dit. Il ne faut pas attendre qu'il y ait des problèmes avant que... Et qu'est-ce qu'on a fait? Lorsqu'on a poursuivi Mala a même quitté le pays, si je ne me trompe pas. C'est le même la tolérance a continué. Dieudonné de Dole lui-même a quitté le pays. La tolérance a continué. Voilà. Parce que chaque fois, on va attendre qu'il y ait un malin, on fait un peu l'agitation, après on laisse. Est-ce que c'est de ça qu'on est en train de parler? Oui, c'est vrai qu'à de temps en temps, on doit un peu plus mettre la pression, mais je trouve que si même si à chaque fois qu'il y a quelque chose, ça nous rappelle un peu à l'ordre et qu'on puisse mettre un peu la pression. Pour moi, il faut mettre l'ordre dès le départ, tout le temps. Il ne faut pas attendre. C'est difficile, puisque nous sort des années où on avait mis une répression terrible pour ça. Et ça n'a pas éteindre ces choses-là. Moi-même, tous les mois, nous savons que nous sommes... Oui, bien sûr. Même les témoins de Jéhovah opéraient, eux-mêmes le disent, ils opéraient. Voilà, donc il y avait une répression terrible face à ces choses-là. Or, ils étaient sur le territoire. Mais ça limitait quand même. C'est pour ça que j'ai dit que déjà où c'est aggravé comme ça, le sous-préfet s'embrouille. Non, le problème c'est que actuellement là, le problème c'est que les gens pensent que c'était aggravé. Avant c'était le problème, c'est un peu comme si c'est comme si les gens pratiquaient des choses de manière un peu comme on a le cas actuellement au Cameroun où on parle un peu des gars qui se font. S'il vous plaît, c'est comme si l'autre n'est plus là. Je ne sais pas si vous pouvez donner la parole à Optique. Je crois que ça fait depuis qu'il est là. Parce que la personne... option, je pas, comme c'est de ça, moi je vois là, il y a une société qui vend les lunettes ici, là, ça s'appelle Optique, c'est ça que moi j'ai vu. D'accord. Ça dit quoi, mon frère, moi je me porte comme le Cameroun. Tu ne vois pas ça, en fait, là j'ai la chance que je ne suis pas en train de conduire. Je suis en train d'aller dans cela, les locaux, et je suis à bord du pick-up. Donc c'est pas moi qui conduis. Donc voilà, moi j'ai préféré faire la traîne. En fait, le sujet du jour,
m'intéresse vraiment, mais sauf que je n'ai pas la maîtrise. Mais ce que je peux dire à propos des réseaux sociaux, comme on parle de la régulation des réseaux sociaux, là, c'est quelque chose vraiment qui est très proche et certain. Parce qu'il y a encore du désordre là-bas. Je ne peux pas interagir sur tous les autres sujets que vous avez à débattre parce que vous avez pleinement raison. On ne développe pas un État du jour au lendemain, on met des dispositions, on met des régulations, on légifère au fur et à mesure. Quand un secteur naît et prend de l'ampleur, on commence à légiférer. Donc, en ce qui concerne les réseaux sociaux, ces désordres-là, il y a actuellement et encore beaucoup au Cameroun, parce qu'en réalité, c'est un secteur récent, comme vous-même vous pouvez le constater. Il y a, par exemple, l'école qui forme les ingénieurs d'intelligence artificielle au Cameroun, c'est récemment, c'est pas une affaire qui date de peut-être 15 ans, 20 ans. Donc, c'est même encore un secteur qu'on est encore en train d'apprendre normalement. Et on ne peut pas déjà commencer à mettre les interdictions si vous n'avez pas encore la maîtrise de la chose. Donc, moi, je me dis que le gouvernement, c'est une affaire de temps. Ils sont en train d'étudier comment contrer et pour mieux comprendre le fonctionnement de cette affaire-là, pour mieux légiférer. Donc, c'est un peu ce que moi je peux dire pour l'instant. Sinon, le sujet, la fermeture des églises et tout, bon, c'est vraiment une appui très majeure. Moi, je suis tellement pour. Sauf que ces églises-là, la réalité, c'est qu'il faut savoir qui finance ces églises-là. Ces églises-là sont financées par qui? Parce qu'il y a aussi ce problème-là, ce problème de deux poids, deux mesures. C'est-à-dire, les églises, en majorité, sont financées par ces personnes qui sont au pouvoir. Ce sont eux qui financent ces églises-là. Alors, lorsqu'on demande à un église tel de pouvoir fermer les églises, je me demande si toi-même tu peux faire que tu as un patron et puis ton patron t'envoie d'aller fermer la porte, de fermer la porte, de lui bloquer tant qu'il est encore dehors. Donc les églises là vont prendre vraiment du temps pour qu'on puisse aller jusqu'à la fermeture totale, parce qu'il faut bien que ces faux pasteurs là et ces bonbons pasteurs là, cette histoire la prenne fin. Mais ça ne dépend pas seulement de la volonté des pouvoirs publics. Même nous-mêmes, le bas peuple, nous sommes aussi fautifs à ce sujet. Parce qu'il est inadmissible, comme nous concevoir que moi, un pauvre citoyen lambda, je viens vu comment le pasteur est arrivé en marchant à pied, jour comme de nuit, chaque jour au quotidien, il marchait à pied. Mais je prends mon argent, ils ont même déjà mis un système là sur pied, la dîme, le 10% des revenus pour la dîme. Tu donnes 10% de tes revenus par rapport à la dîme. Mais toi-même, tu prends cet argent-là, 6 mois après, tu vois comment le pasteur roule dans une voiture de 80 millions, 70 millions. Mais toi, tu continues à aller à pied. Je prends le cas de mon quartier, moi-même. Il y a une église qui a été inaugurée il y a cela 2 ans aujourd'hui. Je dis 2 ans, c'est 2024 jusqu'à aujourd'hui, oui, bien évidemment 2 ans. Mais le pasteur roule dans une barbuse, une voiture Mercedes américaine. Mais imaginez-vous il n'a que 32 ans. Hein. Et quand vous voyez comme ça, là, s'il y a même des croyants, des fidèles qui partent à pied depuis la création de l'église jusqu'à aujourd'hui et ils continuent à passer à pied. Mais le pasteur roule déjà, il a commencé à rouler dans une vieille voiture, une Mercedes. Maintenant, il est dans une grosse voiture. Il a comme ça, quand il passe, c'est tout un cortège. Mais vous continuez à aller donner de l'argent. Donc, s'il faut vraiment que la fermeture des églises soit effective, il faut aussi que la population en elle-même prenne conscience et sache que ce qu'ils font, c'est continuer à enrichir ces bonbons pasteurs-là. Ce n'est ni au bénéfice de leur âme, de leurs âmes et de la population, c'est plutôt au bénéfice de certains individus qui sont à l'origine de ces églises-là, de la création de ces églises-là. Donc, les frères, moi je vous suis et je suis très fier du sujet, mais c'est un problème vraiment très dur, parce que quand le peuple va prendre conscience, là ils vont vraiment comprendre que non, ces églises-là ne sont pas faites pour eux. C'est un peu ce que je peux donner comme contribution pour notre première prise de parole, mais je reste à l'écoute de tout un chacun.
Bon, dans tous les cas, c'est ce qu'on dit. Moi, j'ai voulu juste dire que moi-même, je suis un peu paumé. Donc, je vais devoir vous quitter. Mon mot de fin, c'est... Bon, il ne faut pas que ce soit un coup de paix dans l'eau, tel qu'on souhaite. Il faut qu'après 3 mois, on va voir si l'État, il était sérieux ou pas, quoi. C'est tout ce que je peux dire. Et ça, c'est mon mot de fin. Voilà. Et pour ajouter ce que tu dis là, en Afrique, ce que tu as dit, pour ajouter un de plus, ce que tu dis là. Imaginez-vous que ces églises, parce que la répression doit vraiment être, ne pas se limiter qu'à Yaoundé, dans les grandes métropoles. Non. Je vous assure que ces églises-là sont chassées, fermées de Yaoundé. Ils repartent peut-être au kilomètre 25-35 dans les sous-quartiers, réouvrir ces églises-là. Donc, qu'est-ce que le gouvernement doit donc faire? Il doit donner monsieur le ministre Tanganji ne doit pas seulement se limiter au niveau des sous-préfets de Yaoundé. Il doit également aller dans les préfectures d'arrondissement, les chefs traditionnels qu'on doit même donner l'autorisation, les commandants de brigade même, on doit donner les autorisations, et des autorisations vraiment fermes, parce que quand on donne l'autorisation à certaines personnes aussi, il y a aussi de la corruption qui va se dire. C'est-à-dire, quelqu'un va aller, on va lui donner de l'argent, il va laisser le préfet construire. Mais si on a donné le pouvoir au sous-préfet, le sous-préfet doit transférer ce même pouvoir au chef de groupement ou alors aux élus locaux. Donc, je veux dire que ces églises sont fermées à Yaoundé, mais elles ouvrent encore au kilomètre 25 de la plus grande ville de Johnson. Mais vous voyez que c'est plutôt du folklore. Donc moi je dis que c'est un système vraiment très bien entretenu par le pouvoir en place, par certaines élites du pouvoir en place. Ce sont des qui sont des manipulateurs, des organisateurs pour ouvrir ces églises-là. Et à un moment donné, à un certain moment, on voudrait bien que cette affaire-là prenne fin. Mais je dis que si la population en elle-même ne dénonce pas, la population elle-même ne dénonce pas ces fausses églises-là, ça veut dire qu'elle-même aussi, elle y est pour. Donc, tant que le peuple ne prendra pas conscience, une fois de plus, on va tourner en rond, le gouvernement va beau réprimander, mais on va tourner en rond. Donc, voilà un peu ce que je peux dire pour l'instant. D'accord, mais moi-même, je vais aussi me déconnecter. Avant de me déconnecter, moi, je voudrais toujours ramener cette affaire-là dans un aspect social dans la société. Certes, il y a Sirac qui disait que ces églises-là viennent des pays anglo-saxons. Oui, ces églises-là viennent des pays anglo-saxons, mais vous allez constater que chez eux, c'est tout juste une certaine forme, une autre façon d'évangéliser, de parler de la parole de Dieu. Parce que même ici en Europe, j'ai déjà eu de temps en temps à passer dans ces églises-là. Vous allez voir qu'ils ne font pas l'exorcisme. Ils ne font pas l'exorcisme. Ils ne font pas trop l'appel de la délivrance de Dieu qui va te donner l'argent et tout et tout. Mais lorsque ces églises de réveil-là sont arrivées en Afrique, eux, ils se sont orientés par rapport à certains besoins de la population africaine, qui est l'exorcisme. C'est-à-dire, c'est à cause de mon grand-père que je n'ai pas le travail, c'est à cause de mon grand-père que j'ai échoué à tous mes examens, c'est à cause de ma grand-mère du village, à cause. Donc, ces églises de réveil se sont orientées vers l'exorcisme. Ils se sont orientés vers, en bref, te faire sortir de la pauvreté, tout et tout. Mélanger des chansons et tout. Et cela a donc fait en sorte que la plupart des Africains qui sont dans des situations compliquées, financières et tout ça, ils ont été attirés. Parce que vous voyez qu'au niveau de l'Église catholique fait tout et tout de ne pas mettre à l'avant l'exorcisme. Vous allez voir, dans un diocèse, il y a peut-être un seul prêtre catholique qui peut faire l'exorcisme. Donc l'Église catholique fait tout et tout pour cacher l'exorcisme. Mais comme il y a tellement de pauvreté en Afrique ou au Cameroun, de pauvreté, les gens sont à la misère, c'est ça que les gens veulent. Ils veulent l'exorcisme, ils veulent qu'on les fasse sortir de la pauvreté, de la misère. Ils veulent que la grand-mère qui est au village, bref, ce qu'on leur fait comprendre que c'est la grand-mère qui est au village, là, qui l'ensorcerait, tout et tout, les gens veulent ça. Et c'est pour ça donc qu'ils quittent donc les églises catholiques, parce que l'église catholique cache l'exorcisme. Ils quittent les églises protestantes, parce que les églises protestantes aussi cachent l'exorcisme. Ils vont donc
vers ces églises de réveil-là. Vous allez voir, quand vous partez dans la plupart de ces églises de réveil en Afrique ou au Cameroun, ils sont beaucoup dans l'exorcisme. Parce qu'il faut qu'on te fasse sortir de la pauvreté, il faut qu'on te désenvoûte. Et c'est pour ça que et c'est pour ça que la plupart des Africains ou bien des Camerounais, ils vont beaucoup dans ça. Et le pasteur va leur dire, pour que je te fasse l'exorcisme, pour que je te fasse ceci, tu dois donner la dîme, tu dois participer, tu dois faire ceci, tu dois... Donc c'est un problème de société. Oui, ces églises-là existent ici en Europe, en Occident, mais vous allez voir qu'ils ne sont pas dans l'exorcisme. Ils ne sont pas dans l'exorcisme. Ils ne sont pas dans l'histoire que faire la prière, tu vas trouver le travail. Moi, je suis allé dans ces églises-là ici, en Europe, vous entrez, ce qui est là, il y a les chansons. Il y a les chansons. La parole de Dieu, elle est vraiment lue, c'est facile à comprendre. C'est-à-dire que quand le prêtre, quand le pasteur là te fait l'évangile, tu comprends vraiment bien et il te laisse la liberté de causer avec lui, de lui poser des questions. C'est-à-dire que c'est une façon quand même qui t'amène à mieux comprendre la parole de Dieu. Ils sont beaucoup dans ça. Et après, ils sont aussi dans beaucoup de réunions. Beaucoup de réunions, de rencontres qui forment un peu une amitié, une entente. Ils sont beaucoup, mais ils ne sont pas dans l'exorcisme comme en Afrique et dans le fait que tu vas trouver le travail. C'est un peu cette différence-là que moi je voulais apporter. Merci, au revoir, bonne journée. En tout cas, Yori. Syria, tu es encore là. C'est comment option. Ouais, ici là. Ouais, c'est lui quoi. Fait. Aujourd'hui là, je vais en bus, je n'ai pas travaillé aujourd'hui, je pars en bus prendre le véhicule d'un voiture simple en bus. Donc je vais pas sortir ça comme ça. Après là, tu as un bon bras à l'avant. Les bons viandes non traitées là. C'est bon de nous là. Non, pas du tout. Je voudrais que la plupart de ces gens-là aient la vie. Je ne suis pas vous, tous les patriotes, j'attire beaucoup plus les gens qui ne veulent pas se rendre dans la réalité que non. Le Cameroun, c'est son pays, c'est la meilleure des choses. Parce que même si tu arrives en Europe, tu arrives où le pays d'étranger ne va jamais t'offrir ce que ton pays peut t'offrir. Donc, quand ils voient comment on est comme ça, là, tu vois, par exemple, je suis en train de voyager comme ça, là, je pense que maintenant, en retour, s'ils voient quelque chose de naturel, mais je vais payer directement. Je vais directement payer. Mais tu vois, certaines personnes, où c'est l'oisiveté, on ne sait même pas. Parce que je me dis que les réseaux sociaux sont aussi employés beaucoup de personnes. Hein. Ça beaucoup de maladies mentaux. Je vais te dire une vérité. Là où tu vois là, si on ne parlait pas un peu comme ça, si tu ne nous permettais pas de parler un peu, de vivre encore cette émotion connectée au pays, tout un peu, c'est qu'on a oublié du coup. Je vois le jeu là, je comprends. Je comprends pourquoi certaines personnes sont là. Ils ne peuvent pas s'en passer les réseaux sociaux tous les jours. Ils n'ont pas le choix. On ne peut pas s'amuser. Ici, là, isolé, gros, tu pars le matin, tu rentres le soir, tu es chez toi, même le voisin, il dit que tu peux faire 7 ans quelque part, tu ne connais pas comment s'appelle ton voisin. Tu n'as pas mangé chez lui, tu n'as pas dit bon. Et t'aider. Les gens, je les comprends un peu, c'est parce qu'ils sont un peu en brique et difficiles avec le pays. C'est pas parce que si on les demande le manque d'exporter le système qui va se le mettre au pays.
ceux qui ont tué tous les Camerounais, tous les jours, il y a les morts. Ils oublient que pour assurer le bien-être des populations, ça ne se fait pas en 60 ans. Les États-Unis, le Canada, la France, mais ce sont des pays qui existent depuis des siècles et qui ont vraiment fait des réformes. Il y a le bien-être de la est relative. Parce qu'il y a quelque chose qui fait souvent que la relativité dans laquelle on se prend, on pense percevoir une chose qui est comme le bien-être. Moi, j'estime que mon bien-être n'est pas celui de forcément les Américains. On doit arrêter avec ça. Toutes ces choses-là qui font que tu as le bien-être. C'est vrai, tu as besoin peut-être un moyen de déplacement, une maison, un toit. C'est quelque chose, le minimum qu'on doit avoir, au moins, c'est se demander d'en avoir. Si on n'arrive pas à en avoir un peu plus tôt, c'est une difficulté, oui, c'est, mais ça reste moins que celle d'ici. Tu imagines qu'il veut te dire une vérité, car même quand quelqu'un te dit qu'il a acheté une maison ici, là, la maison ne l'appartient pas. Ce que j'ai suivi que tu ne peux pas payer une maison là-bas et dire que ça t'appartient, puisque quand tu payes que le dessus, la terre ne t'appartient pas. Voilà. Et à un moment donné même, c'est pour une durée. Donc, en fait, donc, vraiment, les gars veulent pas comprendre. C'est pas comme il n'y a pas n'importe quoi ici, rien ne t'appartient. Si vous avez le cas, tout existe. Même le fait que tu possèdes quelque chose, tu dois payer encore la taxe sur le fait que ça t'appartient. Quand tu donnes une maison que ça t'appartient, on te doit payer. Hein? Et nos députés là doivent s'asseoir. Parce que le fait qu'ils aiment couper les lois, les gens, s'ils appellent pardon, ils nous amènent pas ça là-bas. Je te dis, c'est que la terre et en réalité, c'est même ce que l'un de leurs leaders voulait faire. La terre n'appartient pas, la terre appartient à l'État. Bon, moi, s'ils veulent, là, ça serait bien. Donc, chacun sera en location dans sa propre terre qu'il a achetée. C'est simple. Chacun sera en location dans sa propre terre. Avec l'avènement de litiges qui se pointent à l'horizon là, parce qu'il y a des multiples litiges ethniques et tribaux qui se pointent à l'horizon là, man. Il y aura que ça va naître. Ça va naître. Tu vois que nous qui sommes originaires du centre, là, on va dire que non. On va peut-être sélectionner certaines personnes qui sont attachées à des familles. On dit, bon, vous qui êtes attachés à telle famille, voilà. Mais ceux qui sont peut-être ailleurs, voilà les conditions pour que les immeubles et les terres vous appartiennent. Voilà. Donc on se dit que là, moi, je suis pas du centre, je ne vais pas te mentir, je suis de l'Ouest, mais j'ai un profond respect pour ce qui est de la donc, je ne peux pas me permettre de parler de lui qui m'a vu naître et grandir, ne me permettre de fréquenter à tel âge et à tel instant. Donc, il y a des gens qui se permettent de vous selon leur sens. Je ne suis pas d'accord. Moi, je pense que pour de penser, c'est vrai. Moi, je te remercie déjà d'abord beaucoup parce que c'est la preuve aussi qui rassure les gens parce qu'on ne peut pas quand même dire que c'est tous les ressortissants de l'Ouest qui dénigrent le Cameroun. Non, c'est une partie, une minorité qui n'influence même pas, bien qui ne représente même pas 10% de la population camerounaise. Donc, moi, je me dis souvent que c'est juste dans les réseaux sociaux parce qu'en réalité, ici au pays, moi, je peux te rassurer que nous vivons en étroite collaboration avec toutes ces ethnies-là, hein, même les gens de l'Ouest. La preuve en est que dans les transports, dans les commerces ici, dans les marchés, quand on part au marché ici, là, on n'a pas besoin de savoir. On n'a pas besoin de savoir si la maman qui vend les oignons au sol là est de l'Ouest ou bien de l'Est, mais tu payes, tu fais ton marché et puis tu tournes le dos. Elle également. Sauf que et il existe vraiment des particularités comme par exemple les boutiques. Tu vas voir quelqu'un à son bar dans le quartier. Tu vas voir par exemple, nous les petits, on a le problème, c'est que ici dans nos quartiers, c'est qu'on a un bar. Tant que si on est seul dans le coin, oui, on n'a pas de problème. Mais s'il y a des 3-4 bars
dans le coin et que 2 ou 3 sont originaires de cette même aire, des personnes de cette même aire géographique, je peux t'assurer que vous n'allez pas avoir des clients, hein. Ça c'est bien vrai. Donc, nous sommes déjà habitués à ça, mais ça ne nous dérange pas. Pourquoi? Parce que moi je me dis que non. Même chez nous, on dit souvent chez nous que le pistache n'a la force qu'avec son frère. La graine de pistache n'a que la force qu'avec son frère. Donc, si ils appliquent ça, pourquoi nous les métiers ne pouvons pas aussi appliquer ça? On ne doit pas se plaindre. On dit chez nous, en bêtise, que le pistache n'a la force que